Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, presque vertigineuse. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? C'est un terme qu'on entend un peu partout, c'est vrai. Exactement, mais il reste souvent très flou. Alors, pour nous guider, on va s'appuyer sur une source principale qui est vraiment fascinante, c'est le saut quantique de Steve Taylor. Une exploration psychologique, un pas ésotérique. Tout à fait. Et Taylor avance une idée assez radicale. L'éveil serait en fait beaucoup plus courant et essentiel à notre évolution qu'on ne l'imagine. Hmm. Et pour mettre ça en perspective, on a aussi un petit extrait sur la physique quantique qui, de manière assez surprenante, fait écho à certaines de ces idées. Notre mission, c'est un peu de démêler tout ça. Et le point de départ de Taylor, il est déjà, comment dire, il met un peu un pavé dans la mare, hein. Ah oui, Pour lui, notre état de conscience normal, celui de tous les jours, n'est peut-être pas du tout notre état naturel. Il va jusqu'à l'appeler un état de léthargie. de léthargie. Oui, une sorte de sommeil psychologique. Et il dit que pour comprendre l'éveil, il faut d'abord comprendre en quoi consiste ce sommeil. D'accord, alors plongeons là-dedans. Cette idée de léthargie, le mot est fort, c'est vrai, mais je pense qu'en décortiquant un peu, pas mal de gens risquent de s'y reconnaître. Par quoi il commence? Mais il commence par ce qu'il appelle la dissociation. C'est un sentiment profond de séparation. Séparation d'avec quoi? D'avec tout, en fait. La nature, qu'on voit comme un décor, les autres, qu'on perçoit comme radicalement distincts de nous, et même, chose plus subtile, notre propre corps, qu'on traite comme un véhicule. Hmm, une machine à entretenir. C'est ça, on se vit comme un moi isolé dans sa boîte crânienne, qui regarde le monde de l'extérieur. L'impression d'être un pilote dans son cockpit. Et il insiste bien sur le fait que ça n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas, Erline? Il parle des peuples anciens. Exactement. Il soutient que pour beaucoup de cultures traditionnelles, cette coupure n'existait pas. Le moi était beaucoup plus poreux, il incluait la communauté, la terre. Ce sentiment d'ego très fort, très séparé, serait en fait une construction assez récente. Et à l'intérieur de ce fameux cockpit, il se passe un truc assez particulier qu'il décrit avec une formule que je trouve géniale, le caquettage mental. Ah oui, ça c'est universel, je crois. Ça me parle énormément en tout cas. C'est ce flux incessant, quasi compulsif de pensées, de souvenirs, d'inquiétudes, un bruit de fond permanent. Taylor nous invite juste à en prendre conscience. C'est quand même étrange, cette voix dans la tête qui n'arrête jamais de commenter, de juger, de planifier. On est tellement habitué qu'on ne la remarque plus. On pense même que c'est nous. Voilà. Alors que c'est peut-être juste un symptôme. Et ce bruit, il a une conséquence énorme sur notre perception du monde. Laquelle? À cause de ce caquettage, notre perception du réel devient, selon ces termes, atténuée ou automatisée. On ne voit plus vraiment la vivacité et la beauté des choses. Le monde devient un décor un peu gris, familier, qu'on traverse en pensant à autre chose. C'est un peu l'effet Google Maps, non? On suit l'itinéraire sur l'écran sans plus jamais lever les yeux pour regarder le nom des rues. On arrive à destination, mais on n'a rien vu du trajet. C'est une parfaite analogie. Et Taylor a une hypothèse assez dingue pour expliquer ça. Il suggère que cet ego, pour se maintenir, consomme une quantité phénoménale d'énergie mentale. D'accord. Et pour compenser, le cerveau aurait dû en quelque sorte baisser le volume de la perception, la rendre moins intense, moins coûteuse. C'est fou comme idée. C'est comme si notre intellect s'était développé au détriment de notre capacité à simplement vivre le monde. C'est un peu ça. Et tout ça, la dissociation, le bruit mental, la perception automatisée, mène à une dernière chose, une insatisfaction fondamentale. Le sentiment de manque. Exactement. Un vide, une anxiété latente, qu'on passe notre vie à essayer de combler avec des trucs extérieurs, des biens, un statut, des distractions. Mais ça ne marche jamais vraiment, parce que le problème est intérieur. D'accord. On met le tableau de ce sommeil qui semble être la norme. La question qui brûle les lèvres, c'est comment on se réveille? Est-ce qu'on peut choisir ou ça nous tombe dessus? C'est la grande question. Et il identifie trois grandes voies pour faire ce saut quantique. Et elles sont très différentes. D'accord, la première? La première, et de loin la plus rare, c'est ce qu'il appelle l'éveil naturel. C'est une toute petite minorité de gens qui semblent naître comme ça, ou en tout cas qui n'ont jamais vraiment développé cet ego bruyant et séparé. C'est leur état de base en fait. Taylor cite des poètes comme Walt Whitman. Et il y a cette citation incroyable de lui, il dit « Pour moi, chaque heure du jour et de la nuit est un indescriptible et parfait miracle. C'est une description littérale de sa perception, pas juste une jolie phrase. » Impressionnant. Et la deuxième voie? La deuxième, c'est l'éveil graduel. Ça, c'est le chemin le plus connu, celui qu'on trouve dans la plupart des traditions spirituelles.
La méditation, le yoga, ce genre de choses? Voilà. Par une pratique régulière, une personne peut démanteler petit à petit, brique par brique, la structure de son ego. C'est lent, c'est cumulatif, ça peut prendre des années. Et la troisième voie, qui est sans doute la plus... La plus déroutante. Ah oui, la plus spectaculaire, l'éveil soudain. Là, le paradoxe, c'est que ce n'est pas le fruit d'une pratique, mais souvent la conséquence d'un immense tourment psychologique. On parle de croissance post-traumatique en psychologie. Lui préfère transformation post-traumatique, c'est plus fort. Il a collecté des centaines de témoignages. Un deuil brutal, un diagnostic de maladie grave, une dépression très profonde, une expérience de mort imminente. Et que se passe-t-il? Face à une pression psychologique insoutenable, la structure de l'ancien moi, de l'ego, ne se fissure pas. Elle explose. Elle s'effondre. C'est une idée, enfin, c'est très puissant de se dire que la souffrance la plus noire peut être le catalyseur de la transformation la plus lumineuse. Mais c'est un peu troublant, non? Comment ça? Bah, pour beaucoup de gens, le traumatisme est juste destructeur. Qu'est-ce qui fait que pour certains, cet effondrement débouche sur un éveil et pas juste sur le néant? C'est le grand mystère. Taylor ne prétend pas avoir la réponse définitive, mais il suggère que ça pourrait être lié à une forme d'abandon total. Quand la lutte pour maintenir le moi devient impossible, la personne lâche prise. Elle arrête de se battre. C'est ça. Et dans cet abandon, au lieu du vide, quelque chose d'autre émerge. Une nouvelle identité, plus vaste, plus connectée et, paradoxalement, beaucoup plus sereine. L'ego meurt, mais la conscience s'élargit. D'accord. Alors, qu'on y arrive par la naissance, la pratique ou un choc brutal, à quoi ça ressemble concrètement cet état d'éveil? Ce qui est fascinant, c'est que quelle que soit la porte d'entrée, la description de l'autre côté est remarquablement similaire. La première chose, c'est un changement radical de la perception. Le monde redevient vivant? Vivant, vibrant, presque miraculeux. Cette perception désautomatisée, comme tu disais. C'est voir un arbre comme si c'était la toute première fois, avec une intensité incroyable. Le filtre du caquettage mental a disparu. Ça doit être très lié à la créativité, j'imagine. Le sentiment d'être un moi isolé s'estompe. Il est remplacé par un sentiment de connexion profonde. Avec les autres, la nature. Avec l'univers tout entier. Parfois, ce n'est même plus une connexion, c'est une fusion. La personne ne se sent pas seulement liée au monde, elle sent qu'elle est le monde. Et c'est là que ce fameux parallèle avec la physique quantique devient assez parlant, non? Même si c'est juste une analogie. C'est une analogie, oui, mais elle est éclairante. Notre source parle de l'intrication quantique. Deux particules qui restent connectées, peu importe la distance. Elle se comporte comme un seul système. Exactement. Encore une fois, on ne dit pas que l'éveil est un phénomène quantique. Mais la physique nous montre une réalité où la séparation est une illusion. Ça fournit un langage pour décrire ce que les personnes éveillées ressentent comme une vérité fondamentale. Du coup, l'empathie et la compassion ne sont plus des efforts moraux. Non, Ça devient juste naturel. Si je sens que tu as une partie de moi, te faire du mal devient absurde. c'est exactement ça. Ce qui nous amène à la troisième caractéristique, la quiétude intérieure. La fin du bruit, Le fameux cacatage mental s'apaise radicalement ou disparaît. Il laisse place à un silence intérieur. Ce n'est pas un vide, c'est une plénitude silencieuse. L'esprit devient un outil qu'on utilise au besoin et non plus le tyran qui dirige notre vie. et il y en a une dernière, je crois, plus conceptuelle. Oui, la transcendance de l'identité de groupe. Dans l'état de léthargie, on s'accroche à des identités collectives, une nationalité, une religion, une idéologie, pour se donner un sentiment de sécurité. Pour combler le vide. Voilà. Dans l'état d'éveil, ce besoin compulsif s'atténue. La personne se perçoit avant tout comme un être humain, un être conscient. Les étiquettes deviennent secondaires. Donc, si je résume, on passe d'un état d'isolement, de bruit et d'insatisfaction à un état de connexion, de silence et de plénitude. Et Taylor ne s'arrête pas là. Pour lui, ce n'est pas juste une expérience individuelle. Non. Et c'est là que sa thèse devient la plus ambitieuse et la plus spéculative aussi. Il suggère que c'est peut-être la prochaine étape de notre évolution en tant qu'espèce. Carrément. Pour ça, il s'attaque au problème difficile de la conscience. Comment, de la matière, un cerveau, peut produire une expérience subjective? La vision matérialiste classique n'a jamais vraiment répondu à ça. Et lui, il propose quoi? Il propose ce qu'il appelle un modèle de transmission. Dans ce modèle, la conscience n'est pas produite par le cerveau. Ah bon? Non, elle est fondamentale, une sorte de champ omniprésent dans l'univers.
Le cerveau ne serait pas une usine à conscience, mais plutôt un récepteur. Une sorte de radio? C'est une excellente image. Une antenne qui capte et filtre ce champ de conscience universel. La léthargie, ce serait une antenne mal réglée, pleine de parasites. Et l'éveil, ce serait l'antenne qui devient soudain beaucoup plus performante. Ça renverse complètement la perspective. Et ça le mène à sa conclusion la plus audacieuse. L'humanité entière serait en train de vivre les prémices de cet éveil collectif. Oui, il pense voir des signes que cet état de conscience devient plus accessible. Il ne parle pas seulement de la mode de la méditation. Pour lui, le mouvement a commencé au XVIIIe siècle, avec les Lumières, le développement de l'empathie, les droits de l'homme, des femmes, des animaux. C'est une vision très optimiste, parce que quand on allume les informations avec la polarisation, les conflits, la crise climatique, on a du mal à la voir, cette augmentation de l'empathie. Ce n'est pas un peu naïf ? C'est une objection légitime, bien sûr. Il ne nie pas la gravité de ces problèmes, mais il les interprète différemment. C'est-à-dire ? Pour lui, ce ne sont pas des signes de régression, mais plutôt les convulsions, les résistances d'un ancien état de conscience qui sent sa fin approcher. C'est la friction entre l'ancien paradigme de la séparation et le nouveau qui essaye d'émerger. Les douleurs de l'enfantement, en quelque sorte. C'est l'idée. Tout comme un traumatisme peut déclencher un éveil chez un individu, les crises collectives pourraient être le catalyseur de cette transformation à grande échelle. C'est vertigineux, terrifiant et porteur d'espoir à la fois. Pour résumer, donc, le saut quantique nous propose de voir l'éveil, non pas comme un état mystique lointain, réservé à quelques sages, mais comme un potentiel psychologique qui est là en chacun de nous. C'est ça. Le passage de la léthargie, cet état de sommeil, d'isolement et de pensée compulsive, à un état de connexion, de perception vive et de paix intérieure. Qui pourrait bien être notre véritable nature, finalement. Et ça nous laisse avec une question assez profonde, je trouve. Taylor suggère que les peuples anciens, et aussi les très jeunes enfants, ont un accès beaucoup plus naturel à cet état d'émerveillement. Si c'est notre état originel, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés modernes, le fait que cet état nous semble si rare, si étranger, parfois même pathologique? Et à l'inverse, quel tout petit changement de perspective, quelle petite pause dans notre journée pourrait nous aider, ne serait-ce qu'un instant, à percevoir le monde avec un peu plus de cet émerveillement désautomatisé?